Valeria avait 8 ans lorsqu'elle devint la dernière enfant de l'orphelinat San Gabriel, non par choix, mais parce que chaque famille qui venait chercher un enfant repartait avec un autre sourire que le sien. De son petit lit près de la fenêtre, elle observait les valises se remplir encore et encore. Elle entendait les pas pressés dans les couloirs, les adieux chuchotés, les promesses de lettres qui n'arrivaient jamais. Et quand le silence s'emparait du bâtiment à la tombée de la nuit, Valeria tenait entre ses petites mains une photo floue d'une femme inconnue. Elle ne savait pas qui c'était. Elle l'avait trouvée sous son oreiller le jour de ses 5 ans, comme si quelqu'un avait voulu lui offrir un morceau d'histoire qu'elle ne comprenait pas. Les yeux de cette femme en noir et blanc la regardaient avec une tendresse que Valeria reconnaissait, mais ne parvenait pas à déchiffrer. Les sœurs de l'orphelinat lui avaient dit qu'elle était apparue un matin d'hiver, enveloppée dans une couverture bleu ciel avec ses initiales brodées, VM, Valeria Mendoza. Mais aucun nom de famille n'était réellement le sien. Il l'avait inventé pour lui donner une identité sur les papiers. Chaque matin, à son réveil, sa première pensée était la même, aujourd'hui, ma maman va venir. Chaque après-midi, quand les ombres s'allongeaient sur le vieux plancher en bois, elle murmurait, demain sera le jour. Et chaque nuit, avant de fermer les yeux, elle touchait doucement le visage de la photo et demandait en silence, où es-tu? Ce que Valeria ignorait, c'est qu'à 40 kilomètres de là, dans un petit village entouré de montagnes, une femme aux cheveux grisonnants et aux mains tremblantes tenait la même photo, une copie parfaite. Elle aussi murmurait des noms au vent chaque matin. Blanca Esperanza Moral avait 70 ans, mais sa mémoire restait figée dans ce décembre 1963, quand elle avait dû abandonner sa fille nouveau-née, car la pauvreté lui avait volé jusqu'à l'espoir. Depuis, pas un seul jour ne s'était écoulé sans qu'elle ne cherche sur chaque jeune visage les traits de l'enfant qu'elle n'avait pas pu élever. Elle avait tenté de retourner à l'orphelinat 3 ans plus tard, quand elle avait obtenu un emploi stable dans une usine textile. Mais le bâtiment était vide. Les sœurs lui avaient dit que les archives avaient été perdues dans un incendie, qu'il n'y avait aucun moyen de retrouver les enfants qui avaient été relogés dans d'autres institutions. Blanca pleura pendant des mois, mais ne se rendit jamais. Chaque dimanche après la messe, elle visitait des orphelinats, des écoles, des centres communautaires. Elle montrait la photo d'elle-même à 22 ans et demandait, « Avez-vous vu une enfant qui ressemble à cette femme ?» La réponse était toujours la même, un sourire compatissant et un silence qui faisait plus mal que les mots. Mais Blanca possédait quelque chose que Valeria ne comprenait pas encore, la certitude inexplicable d'une mère. Elle savait, avec cette intuition qui transcende la logique, que sa fille était vivante, qu'elle respirait le même air, que peut-être quelque part, elle aussi la cherchait. Tandis que Valeria observait la photo avant de dormir, la lune éclairait son visage de telle manière que, l'espace d'un instant, ses traits coïncidaient exactement avec ceux de la femme de l'image, comme si le temps s'était arrêté pour lui montrer la vérité qu'elle ne pouvait pas encore voir. Ce qu'aucune des deux ne savait, c'est que le destin avait déjà commencé à tisser les fils de leurs retrouvailles. Cette histoire, que vous êtes sur le point de découvrir avec moi, touche des fibres très profondes de l'âme. Si vous avez déjà ressenti ce vide inexplicable de ne pas connaître votre origine, ou si vous avez été mère et comprenez cet amour qui ne connaît ni limite ni le temps, restez jusqu'à la fin. Aimez si vous sentez déjà que cette histoire va toucher votre cœur. Abonnez-vous pour plus de récits qui guérissent l'âme et racontez-moi dans les commentaires, avez-vous déjà senti que le destin vous devait des retrouvailles? Valeria eut 18 ans, un mardi pluvieux d'avril. Les sœurs de l'orphelinat lui remirent une petite valise, 100 pesos, un certificat d'études primaires et l'adresse d'une pension où elle pourrait rester jusqu'à ce qu'elle trouve du travail. « Que Dieu te bénisse, ma fille, lui dirent-elles. Mais Valeria n'attendait plus de bénédiction, elle attendait des réponses. Elle s'installa dans une chambre étroite de la pension Santa Rosa, dans le plus ancien quartier de la ville. Elle travaillait 6 jours par semaine à nettoyer des bureaux à l'aube et le dimanche, elle lavait le linge des autres dans la cour de Doña Carmen, une femme veuve qui s'était attachée à elle. Mais Valeria n'était pas comme les autres jeunes femmes de son âge. Elle ne parlait pas de petits amis, ni de bals, ni de rêves de mariage. Son monde intérieur était construit autour d'une question constante, pourquoi m'ont-ils abandonné? Elle avait développé une routine quasi obsessionnelle. Chaque après-midi après le travail, elle marchait dans différents quartiers de la ville. Elle ne savait pas exactement ce qu'elle cherchait, mais quelque chose en elle lui disait qu'elle reconnaîtrait la réponse quand elle la verrait. Elle observait les femmes âgées sur les marchés, sur les places, aux portes des églises. Elle cherchait un regard, un geste, quelque chose qui lui dirait « C'est moi, je te cherchais ». La photo floue vivait désormais sur sa table de chevet, appuyée contre un verre d'eau.
Chaque matin, elle lui disait bonjour et chaque nuit, elle lui racontait sa journée. C'était sa seule famille. Doña Carmen, qui avait les yeux sages d'une femme qui a beaucoup vécu, l'observait avec tendresse mêlée de préoccupation. Ma petite, lui disait-elle en étendant le linge au soleil, parfois les réponses arrivent quand on cesse de les poursuivre si désespérément. Mais Valeria ne pouvait pas s'arrêter. Son cœur battait à un rythme différent, marqué par l'espoir et la tristesse à parts égales. Un après-midi de décembre, alors qu'elle marchait au marché central, Valeria vit une femme âgée qui s'arrêta devant un étal de fleurs. La vieille femme acheta des œillets blancs et, en se retournant, leurs yeux se rencontrèrent un instant. Valeria ressentit un frisson inexplicable. La femme sourit avec nostalgie et s'éloigna, mais quelque chose dans ce regard lui sembla familier. C'est Blanca, mais aucune des deux ne le sait encore. Pendant ce temps, à 40 kilomètres de là, Blanca avait transformé sa petite maison en un sanctuaire de recherche. Les murs étaient couverts de cartes de la région, de listes d'orphelinats, de numéros de téléphone d'assistantes sociales à la retraite, de coupures de journaux sur des retrouvailles familiales. Sa routine avait aussi quelque chose d'un rituel sacré. Chaque vendredi, elle prenait le bus pour différents villages et villes. Elle portait toujours le même sac en tissu usé avec des copies de la photo et une description manuscrite, « Je cherche ma fille », née le 15 avril 1945, confiée à l'orphelinat San Gabriel. Cheveux châtain foncé, yeux verts, petite tache de naissance sur l'épaule droite. Les années avaient entièrement argenté ses cheveux et creusé de profondes rides autour de ses yeux, mais sa détermination restait intacte. Elle avait économisé chaque sou pendant des décennies pour financer cette recherche qui semblait infinie. Sur sa table de cuisine, elle avait 3 carnets remplis d'adresses, de noms, de pistes qui ne menaient jamais nulle part. Mais elle avait aussi autre chose, des lettres, des centaines de lettres manuscrites adressées à sa chère Valeria. C'étaient des lettres qu'elle n'avait jamais envoyées parce qu'elle ne savait pas où les envoyer. Des lettres où elle racontait son enfance qu'elle n'avait jamais partagée, des anniversaires qu'elle célébrait seule, des Noëls où elle mettait une assiette supplémentaire sur la table au cas où. « Ma belle enfant », commençait-elle toujours, « aujourd'hui tu as 15 ans et je fais ton gâteau préféré, même si je ne sais pas quel est ton gâteau préféré. J'imagine que tu aimes le chocolat parce que moi, je l'aimais à ton âge. J'imagine que tu es grande parce que ton père était grand. J'imagine que tu es forte parce que tu as dû l'être. » Dans une de ses lettres, Blanca avait dessiné au crayon un portrait de ce à quoi elle imaginait que Valeria ressemblerait à 20 ans. Sans le savoir, elle avait réussi à saisir avec une exactitude étonnante les traits de sa fille. Une nuit d'hiver, Blanca était en train d'organiser ses carnets quand elle trouva une adresse qu'elle avait copiée des années auparavant, Pension Santa Rosa, quartier centre, ville. Elle ne se souvenait plus d'où elle avait tiré cette information, mais quelque chose la poussa à garder ce papier dans sa poche. Le lendemain, elle décida qu'il était temps de visiter cette pension. Blanca Esperanza Moral avait 22 ans quand son monde s'effondra comme un château de cartes. C'était en 1945 et elle venait d'arriver de la campagne à la ville avec son mari Eduardo, cherchant une vie meilleure. Il avait trouvé du travail dans une usine métallurgique et elle nettoyait les maisons de familles aisées. Ils vivaient dans une chambre louée derrière une boulangerie, mais ils étaient heureux. Ils attendaient leur premier enfant. Eduardo la quitta quand Blanca était enceinte de 8 mois. Il partit un lundi matin pendant qu'elle dormait. Il laissa une note sur la table de la cuisine, « Je ne suis pas prêt à être père, pardonne-moi. » À côté de la note, il avait laissé 30 pesos et son alliance. Blanca ne pleura pas ce jour-là. Elle n'avait pas le temps pour les larmes. Elle avait un bébé qui grandissait en elle et aucune chance de l'élever dignement. Elle travailla jusqu'au dernier jour de sa grossesse, nettoyant des escaliers et lavant du linge avec le ventre si gros qu'elle pouvait à peine se pencher. Les dames pour lesquelles elle travaillait la regardaient avec un mélange de pitié et de désapprobation. « Une mère célibataire », murmurait-elle. « Quel malheur !» Valeria naquit un dimanche à l'aube à l'hôpital public. Blanca la tint dans ses bras pendant exactement 4h20, le temps suffisant pour mémoriser chaque détail, les yeux couleur vert émeraude, la minuscule tache de naissance sur l'épaule droite, la forme de ses petites mains parfaites. « Je t'aime », lui murmura-t-elle en lui donnant le sein pour la première et dernière fois. « Je t'aime plus que tu ne pourras jamais l'imaginer. Et un jour, quand tu seras grande, tu comprendras que tout ce que je fais, c'est pour que tu aies une vie meilleure que celle que je peux te donner. » L'assistante sociale de l'hôpital s'appelait Elena Rosario. Elle avait des yeux bienveillants, mais une voix ferme. « Blanca, vous n'avez pas de revenus stables,
pas de famille pour vous soutenir. Vous vivez dans une chambre qui n'est pas la vôtre. Cet enfant a besoin d'une vraie chance. L'orphelinat San Gabriel est une bonne institution. Les sœurs s'occupent bien des enfants et de nombreuses familles y vont pour adopter. Avant de confier Valeria, Blanca fit quelque chose qui allait changer pour toujours le cours de leur vie. Elle prit la seule photo qu'elle avait d'elle-même, un portrait qu'elle avait fait le jour de son mariage, et la coupa en deux. Une moitié, elle la mit près de son bébé dans la couverture, l'autre moitié, elle la garda. Ainsi, pensa-t-elle, un jour, nous pourrons réunir les deux parties. Elle ne savait pas que cette photo arriverait des années plus tard entre les mains de Valeria, qui la conserverait sans comprendre qu'il s'agissait de la moitié d'un cœur brisé. Blanca rendit visite à sa fille en secret pendant les 3 premières années. Elle se tenait à la grille de l'orphelinat les dimanches après-midi et observait les enfants jouer dans la cour. Elle reconnaissait Valeria immédiatement, c'était la plus petite, la plus silencieuse, celle qui regardait toujours vers la rue comme si elle attendait quelqu'un. Un jour, se promettait-elle, quand j'aurai un meilleur travail et ma propre maison, je reviendrai te chercher. Mais quand elle finit par obtenir une stabilité économique, l'orphelinat avait fermé. Les archives avaient été perdues dans un incendie et les sœurs qui se souvenaient de Valeria avaient été transférées dans d'autres institutions, impossibles à localiser. Pendant ces années de recherche désespérée, Blanca développa une habitude étrange. Chaque 15 avril, le jour de l'anniversaire de Valeria, elle préparait un gâteau au chocolat et l'apportait sur différentes places de la ville. Elle s'asseyait sur un banc et le partageait avec des enfants inconnus, imaginant que peut-être, d'une certaine manière, sa fille mangerait aussi du gâteau ce jour-là. Les voisins pensaient qu'elle était un peu folle, mais elle ne cessa jamais de le faire. Pendant des décennies, Blanca devint la détective de sa propre histoire. Elle apprit à lire les archives publiques, à poser des questions dans les bureaux gouvernementaux, à rechercher des documents dans différentes villes. Sa maison se remplit de dossiers et de chemises organisées par date avec chaque piste qu'elle avait suivie. En 1960, elle fut sûre d'avoir trouvé Valeria. Une adolescente de 15 ans qui travaillait dans une boulangerie avait les mêmes yeux verts et les cheveux châtains. Blanca la suivit pendant des semaines, l'observant de loin jusqu'à ce qu'un jour, elle s'approche et lui demande directement « Excusez-moi, ne seriez-vous pas de la famille Morale ? Vous ressemblez incroyablement à une fille que j'ai connue il y a des années. » Valeria sentit son cœur s'arrêter, mais quand elle demanda plus de détails, la vieille femme secoua la tête. « Non, non. En vous voyant de plus près, je me suis trompée. Pardon de vous avoir dérangé. » En 1968, elle reçut un appel téléphonique qui la fit courir à l'autre bout de la ville. Une infirmière à la retraite assurait avoir travaillé à San Gabriel et se souvenir d'une enfant nommée Valeria. Mais quand elles se rencontrèrent, la femme ne put lui donner d'informations concrètes, seulement des souvenirs vagues qui auraient pu être ceux de n'importe quel enfant. Sur sa table de chevet, Blanca gardait un chapelet qui avait appartenu à sa mère. Chaque perle représentait une prière pour Valeria. Elle l'avait récité tant de fois que les perles de bois étaient usées par le frottement de ses doigts. Et il y avait une perle spécifique, celle du centre, qu'elle touchait toujours quand elle se sentait sur le point d'abandonner. Ce que Blanca ignorait, c'est que Valeria, à 40 km de là, avait développé la même habitude avec la photo floue. Chaque nuit, elle la touchait avant de dormir, comme si c'était une amulette. Deux femmes, une même blessure, le même amour désespéré se cherchant à travers le temps. Et le destin, patient et silencieux, commençait enfin à raccourcir la distance entre elles. Le 15 avril 1985, Valeria fêta ses 40 ans. C'était un lundi gris, un de ces jours où la ville semblait vêtue de nostalgie. Elle était passée de nettoyer des bureaux à travailler comme couturière dans un petit atelier textile du quartier. Elle avait des mains habiles et un œil précis pour les détails, mais son cœur continuait de vivre au même endroit, à la recherche de réponses qui ne venaient jamais. Doña Carmen avait déjà 70 ans et était devenue comme une mère adoptive pour Valeria. Ce matin-là, elle lui prépara un café fort et du pain sucré. « 40 ans, ma petite, lui dit-elle en remuant le sucre. Il est temps que tu cesses de chercher des fantômes et que tu commences à vivre ta propre vie. » Mais Valeria ne pouvait pas lui expliquer qu'il ne s'agissait pas de fantômes, il s'agissait d'un besoin viscéral, comme le besoin de respirer. Elle ne pouvait pas construire une vie propre sur la base d'une histoire incomplète. Cet après-midi-là, comme chaque année pour son anniversaire, elle décida de faire quelque chose de différent. Au lieu de marcher dans les quartiers proches, elle prit le bus pour les environs de la ville, vers les petits villages, où peut-être, juste peut-être,
elle pourrait trouver un nouvel indice. Le premier village s'appelait San Isidro. Il avait une place centrale entourée de maisons coloniales et une petite église avec un clocher en pierre. Valeria marcha dans ces rues tranquilles, observant les visages, cherchant cette connexion inexplicable qu'elle reconnaîtrait d'instinct. Elle ne trouva rien, mais quelque chose la poussa à rester tard assise sur un banc de la place, regardant passer les femmes âgées qui revenaient de la messe de 7 heures. Une vieille femme s'arrêta devant elle. Elle avait des cheveux blancs attachés en chignon bas et des yeux noisettes. Elle s'approcha lentement et lui dit, « Excusez-moi, mademoiselle, ne seriez-vous pas de la famille Morale? Vous avez une ressemblance incroyable avec une fille que j'ai connue il y a des années. » Valeria sentit son cœur s'arrêter, mais quand elle demanda plus de détails, la vieille femme secoua la tête. « Non, non. En vous voyant de plus près, je me suis trompée. Pardon de vous avoir dérangé. » Tandis que Valeria rentrait à la ville dans le dernier bus de la nuit, sans savoir pourquoi, Blanca se réveillait d'un rêve extraordinaire. Elle avait rêvé d'une jeune femme d'environ 40 ans, assise seule sur la place de San Isidro. La femme avait les yeux verts et les cheveux châtains attachés et pleurait silencieusement en observant l'église. Dans le rêve, Blanca s'approchait et lui disait « Je t'ai cherché toute ma vie. » Blanca se réveilla le cœur battant. Ce n'était pas la première fois qu'elle faisait des rêves sur sa fille, mais celui-ci avait été différent, plus net, plus réel. Elle se leva, enfila sa robe de chambre et se dirigea vers la table de la cuisine, où elle avait étalé toutes ses cartes et listes. Du doigt, elle suivit les lignes de bus qui menaient à San Isidro. « Demain, se dit-elle, demain je vais dans ce village. » Mais le lendemain devint une semaine et la semaine un mois. Blanca était tombée malade avec une forte grippe qui l'avait clouée au lit pendant 3 semaines. Quand elle se rétablit, le printemps était arrivé et le rêve de San Isidro était devenu flou dans sa mémoire. Cependant, quelque chose avait changé en elle, une nouvelle urgence, comme si le temps s'épuisait et qu'elle avait besoin d'accélérer sa recherche. Elle décida de faire quelque chose qu'elle n'avait jamais fait, mettre une annonce dans le journal local. « Je cherche ma fille, née le 15 avril 1945, confiée à l'orphelinat San Gabriel. Cheveux châtains, yeux verts. Son nom est Valeria. Si c'est vous ou si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être vous, veuillez contacter Blanca Esperanza Morale. Téléphone 47 892. » L'annonce fut publiée un dimanche dans la section des petites annonces. Blanca acheta 10 exemplaires du journal et les distribua dans différents quartiers de la ville. Cette même nuit, Valeria fit le rêve le plus vivant de sa vie. Elle marchait sur un chemin de terre entouré de tournesols. Au bout du chemin, il y avait une maison blanche aux fenêtres bleues et à la porte se tenait une femme âgée aux cheveux argentés. La femme tenait dans ses mains l'autre moitié de sa photo. Quand les deux moitiés se rejoignirent, elles formèrent l'image complète d'une jeune femme souriant le jour de son mariage. Valeria se réveilla en pleurant. Pour la première fois de sa vie, elle avait vu le visage complet de la femme de la photo. Le lendemain, elle acheta le journal dominical pour le lire en déjeunant. Elle feuilleta les pages distraitement, nouvelles, sport, petites annonces, et puis elle le vit, « Je cherche ma fille, née le 15 avril 1945. » Ses mains commencèrent à trembler. La date de naissance était correcte. L'orphelinat était correct. Le nom, son nom, c'est Valeria. Le journal tomba par terre. Valeria resta assise sur la chaise de la cuisine, immobile, tandis que le monde autour d'elle se réorganisait complètement. Quelqu'un la cherchait, quelqu'un connaissait son nom, quelqu'un connaissait la date exacte de sa naissance, quelqu'un l'attendait depuis 40 ans. Valeria mit 3 jours à trouver le courage de passer cet appel téléphonique. 3 jours à marcher dans sa chambre comme un animal en cage, 3 jours à mémoriser le numéro qu'elle avait découpé du journal. 3 jours à imaginer toutes les conversations possibles, toutes les issues, toutes les façons dont son cœur pourrait se briser ou guérir pour toujours. Le jeudi après-midi, depuis le téléphone public du coin de la rue, elle composa le 47 892. Allô, une voix de femme âgée, douce mais ferme, répondit. Une voix qui semblait avoir beaucoup pleuré et avoir attendu plus encore. Madame Blanca Morale? Oui, c'est moi, qui est à l'appareil? Valeria ferma les yeux. Tout son monde tenait dans les mots suivants, je m'appelle Valeria. Je suis née le 15 avril 1945 et je crois que vous êtes ma mère. Le silence qui suivit dura environ 5 secondes, mais il sembla durer 5 ans. Puis Blanca commença à pleurer.
Mon Dieu, murmura-t-elle. Mon Dieu, mon enfant, ma belle enfant, je t'ai trouvé. Je t'ai enfin trouvé. Vous m'avez trouvé, demanda Valéria d'une voix tremblante. Vous m'avez cherché tous les jours de ma vie, mon amour. Tous les jours depuis que tu avais 4 heures de vie. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme des papillons fragiles. Valéria sentit le monde vaciller autour d'elle. Pouvons-nous nous voir, murmura-t-elle finalement. Oui, mon enfant, oui, s'il te plaît, demain, où tu veux. Elles convinrent de se rencontrer le lendemain sur la place centrale de la ville, devant la fontaine aux poissons rouges. Blanca porterait un œillet blanc dans sa main droite. Valéria porterait la photo floue. Comment te reconnaîtrai-je, demanda Blanca. Ne vous inquiétez pas, répondit Valéria avec une étrange certitude, les mères reconnaissent toujours leurs filles. Quand elle raccrocha, Valéria resta immobile pendant plusieurs minutes. Les gens passaient autour d'elle. La vie continuait son cours normal, mais pour elle, le monde venait de changer pour toujours. Cette nuit-là, aucune des deux ne dormit. Valéria resta éveillée à regarder le plafond de sa chambre, essayant d'imaginer ce que ce serait d'avoir une mère à 40 ans. Que dit-on après 4 décennies de silence? Comment étreint-on quelqu'un qui est de votre sang, mais aussi une inconnue? Comment pardonne-t-on une absence de toute une vie? Elle se leva plusieurs fois pour se regarder dans le miroir, cherchant des traits qui pourraient appartenir à une autre personne, ses yeux verts, la forme de ses mains, la courbe de son sourire. De qui avait-elle hérité chacune de ces choses? Blanca resta éveillée à sa table de cuisine. Elle relisait toutes les lettres qu'elle avait écrites au fil des ans. Des lettres d'anniversaire, de Noël, des premiers jours d'école qu'elles n'avaient jamais vécus ensemble. Des lettres qui commençaient toujours de la même manière, ma chère Valéria, et se terminaient par la même promesse, un jour, je te trouverai. Elle se demandait si Valéria voudrait les écouter, si elle serait prête à connaître tout l'amour qu'elle avait accumulé en silence. À 3 heures du matin, Blanca eut une révélation. Elle se leva et se dirigea vers sa vieille armoire. Du fond du dernier tiroir, elle sortit une petite boîte en fer blanc qu'elle n'avait pas ouverte depuis 20 ans. À l'intérieur se trouvait la couverture bleu ciel avec les initiales BM qu'elle avait tissées pour Valéria avant sa naissance. Il y avait aussi les premières chaussures qu'elle lui avait achetées, minuscules et blanches, qu'elle n'avait jamais pu utiliser. Et au fond, enveloppée dans du papier de soie jaunie, il y avait la petite robe rose qu'elle avait repassée des centaines de fois, imaginant le jour où sa fille rentrerait à la maison. Demain, se dit-elle en caressant chaque vêtement, demain je lui dirai que je n'ai jamais cessé de me préparer à son retour. Le vendredi se leva dégagé, avec cette sorte de lumière dorée qui fait que tout semble une promesse accomplie. Valéria arriva sur la place à 14h30, une demi-heure avant l'heure convenue. Elle s'assit sur un banc d'où elle pouvait voir toute la fontaine et attendit. Chaque femme âgée qui passait faisait s'accélérer son cœur. Une dame avec une canne qui nourrissait les pigeons, ce n'était pas elle. Une femme élégante qui traversait la place à la hâte, pas elle non plus. Une grand-mère qui poussait une poussette avec son petit-fils, non. Valéria commença à paniquer, et si elle ne venait pas? Et si tout n'était qu'un malentendu? Et si la femme au téléphone n'était pas vraiment sa mère? À 14h55, elle vit une femme âgée s'approcher lentement par le sentier principal de la place. Elle portait une simple robe bleu marine et tenait dans sa main droite un œillet blanc. Mais ce ne fut pas l'œillet qui fit savoir à Valéria, sans l'ombre d'un doute, que c'était sa mère. Blanca arriva exactement à 15 heures. Valéria la reconnut immédiatement, non pas par sa ressemblance physique, mais par la façon dont elle s'arrêta en la voyant, par la façon dont son visage s'illumina d'un mélange de joie et de douleur si profond qu'il semblait sacré, par la façon dont elle leva une main tremblante vers sa bouche et murmura quelque chose que Valéria ne put entendre, mais comprit parfaitement, « C'est mon enfant ». Elles s'approchèrent lentement, comme si elle craignait que le moment ne soit si fragile qu'il puisse se briser au moindre mouvement brusque. « Valéria, maman », le mot sortit de ses lèvres sans qu'elle puisse le retenir. 40 ans à attendre de dire ce mot et maintenant il coulait aussi naturellement que respirer. Blanca sortit de son sac la moitié d'une photo qu'elle avait conservée pendant 40 ans. De ses mains tremblantes, elle la montra à Valéria. « Je l'ai coupée en deux le jour où je t'ai confié, » expliqua-t-elle d'une voix brisée, « j'ai pensé qu'un jour nous pourrions les réunir. » Valéria sortit sa photo floue, la même qu'elle avait trouvée parmi les documents de l'orphelinat des années auparavant, la même qu'elle avait regardée des centaines de fois en se demandant qui était cette jeune femme qui souriait.
Quand elles les joignirent sur la table de pierre de la fontaine, elles formèrent l'image complète d'une jeune femme souriant le jour de son mariage, la mère de Valeria, 25 ans avant sa naissance. C'était vous, murmura Valeria, ça a toujours été vous. Elles s'étreignirent pour la première fois depuis que Valeria avait 4h20. Ce fut une étreinte qui contenait 4 décennies d'absence, d'anniversaires manqués, de nuits d'insomnie à se demander l'une pour l'autre. Une étreinte qui guérissait des blessures que ni l'une ni l'autre ne savaient avoir, une étreinte qui disait tout ce que les mots ne pouvaient exprimer. Les gens sur la place s'arrêtèrent pour observer. Certains sourirent sans savoir pourquoi, d'autres sentirent qu'il assistait à quelque chose de sacré. Un couple de personnes âgées qui se promenaient là-bas se tinrent la main, se souvenant de leur propre amour. Une jeune mère serra plus fort sa petite fille. L'amour a cette étrange magie, quand il est vrai, il illumine tout autour de lui. J'ai cherché tous les jours de ma vie, lui dit Blanca en lui caressant le visage de doigts tremblants. Tous les jours, mon amour. Même quand je ne savais pas comment te trouver, mon cœur te cherchait. Moi aussi, confessa Valeria. Je ne savais pas que je te cherchais, mais quelque chose en moi a toujours su qu'il manquait quelqu'un. Elles restèrent ainsi, enlacées près de la fontaine, tandis que le temps semblait s'arrêter juste pour elles. Deux femmes qui avaient vécu 40 ans d'absence et qui avaient maintenant toute la vie pour rattraper le temps perdu. Elles restèrent sur la place jusqu'à ce que le soleil commence à se cacher derrière les vieux bâtiments de la ville. Elles parlèrent de tout et de rien, des années perdues et des moments qu'elles auraient désormais devant elles. Blanca lui raconta les nuits où elle restait éveillée à imaginer comment Valeria serait adulte, si elle aurait son même rire, si elle aimerait les fleurs comme elle. Valeria lui parla de son enfance à l'orphelinat, mais aussi des belles choses, les nonnes qu'il avait soignées avec affection, son premier emploi de secrétaire, les livres qu'elle lisait le soir en rêvant de mondes impossibles. « J'ai toujours su que je devais te chercher », dit Blanca en caressant les mains de sa fille. Mais chaque fois que je trouvais le courage, quelque chose m'arrêtait. Et si tu avais déjà une vie parfaite? Et si mon apparition la gâchait? Et si tu ne me pardonnais pas? Pardonner quoi? Demanda Valeria doucement. Alors Blanca lui raconta toute l'histoire. Elle lui parla de l'homme qu'il avait abandonné quand il avait su qu'elle était enceinte, de la famille qu'il avait chassée de chez elle par honte, des mois passés à vivre dans des chambres louées, à laver du linge pour pouvoir manger, des nuits à pleurer de faim et de peur. Le jour de ta naissance, murmura Blanca, je t'ai tenu dans mes bras pendant 4 heures. Je t'ai raconté toutes les histoires que je connaissais. Je t'ai chanté la berceuse que ma mère me chantait. Et je t'ai promis qu'un jour, quand je serais assez forte pour prendre soin de toi, je viendrai te chercher. Blanca sortit de son sac une enveloppe jaunie, usée par les années. Pendant 40 ans, tous les mois, j'ai mis de l'argent de côté pour toi. De l'argent que je n'ai jamais pu te donner, mais que j'ai gardé comme si tu allais apparaître à tout moment. Tout est là, chaque sou que j'aurais dépensé pour tes anniversaires, pour tes fournitures scolaires, pour tes premiers talons. Valeria ouvrit l'enveloppe de main tremblante. À l'intérieur, il y avait de vieux billets, quelques-uns nouveaux, des pièces et de petites notes manuscrites, pour le premier jour d'école de Valeria, pour sa robe de remise de diplôme, pour quand elle se mariera, si elle veut se marier, pour ses propres enfants si elle en a. Maman, fut la seule chose qu'elle put dire avant que les larmes ne l'empêchent de continuer. J'ai travaillé comme femme de ménage, comme couturière, comme tout ce qui était nécessaire, continua Blanca. Et chaque travail que j'obtenais, chaque sou que je gagnais, je pensais, c'est pour quand je trouverai ma Valeria. Je n'ai jamais cessé d'être ta mère, mon amour, pas un seul jour. Valeria comprit alors que son sentiment de vide ne venait pas d'avoir été abandonné, mais d'avoir toujours été aimée à distance, qu'il y avait une femme qui, pendant 4 décennies, avait pensé à elle chaque nuit avant de dormir. « Pourquoi avez-vous mis l'annonce dans le journal juste maintenant » demanda Valeria. Blanca sourit avec tristesse, parce que le médecin m'a dit que mon cœur est fatigué et je ne pouvais pas quitter ce monde sans essayer une dernière fois, sans te dire que tu as été la plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie, même si je n'ai pu te garder que 4 heures. Elles restèrent en silence, écoutant le bruit de l'eau de la fontaine et les oiseaux qui rentraient à leur nid. J'ai une petite maison, dit Blanca finalement, avec une chambre que j'ai toujours gardée prête pour toi. Elle a une fenêtre qui donne sur le jardin où je cultive des œillets blancs. Voudrais-tu venir avec moi? Valeria regarda cette femme qui avait été sa mère avant même sa naissance, qui avait été sa mère à distance, qui avait été sa mère même quand elle ne le savait pas. Oui, maman, je veux rentrer à la maison avec toi.
Quand elles se levèrent pour partir, Valéria remarqua quelque chose sur le sol près de la fontaine. C'était un œillet blanc qui était tombé du bouquet que Blanca avait apporté. Elle le ramassa et le mit dans les cheveux de sa mère. « Pour que tu n'aies plus jamais à porter de fleurs pour me reconnaître, lui dit-elle. Maintenant, je sais qui tu es. » Elles marchèrent bras dessus bras dessous dans les rues de la ville, tandis que le coucher de soleil les baignait d'une lumière dorée. Deux femmes qui avaient attendu 40 ans pour rentrer ensemble à la maison. Les gens qui les voyaient passer ne savaient pas pourquoi, mais quelque chose dans leur façon de marcher, dans la façon dont elles se regardaient, les faisait sourire, comme s'il assistait à un de ces miracles silencieux qui se produisent quand l'amour retrouve enfin son chemin. Cette nuit-là, Valéria dormit pour la première fois dans la chambre que sa mère avait gardée prête pendant 4 décennies. Sur les murs, il y avait des photographies de tous les âges que Blanca avait imaginés pour elle. Des dessins de ce à quoi elle pensait qu'elle ressemblait à 5 ans, à 15 ans, à 25 ans. Et sur la table de chevet, une note qui disait « Bienvenue à la maison, ma belle enfant. Que tes rêves cette nuit soient aussi doux que tous ceux que j'ai eus avec toi pendant toutes ces années. » Pour la première fois de sa vie, Valéria sut exactement qui elle était et d'où elle venait. Elle était la fille de Blanca Morale, la femme qui n'avait jamais cessé de l'aimer, pas même un jour, qui à l'aube du samedi, quand elle se réveilla dans ce lit qui sentait la lavande et l'espoir accompli, comprit que certaines promesses prennent 40 ans à se réaliser, mais quand elles le font, elles valent chaque larme, chaque nuit d'insomnie, chaque jour de recherche. Car l'amour maternel ne connaît pas le temps, il ne connaît que le chemin du retour à la maison. Et ainsi, chères âmes, nous arrivons à la fin de cette histoire tissée de recherches silencieuses, de promesses qui transcendent le temps et d'un amour maternel qui ne renonce jamais. Une histoire qui nous rappelle que le véritable abandon n'existe pas quand l'amour est en jeu, que parfois ce que nous interprétons comme un rejet est en réalité le plus grand sacrifice que quelqu'un puisse faire pour nous. Y a-t-il eu un moment qui vous a profondément ému? Est-ce quand Valéria a découvert qu'elle avait été aimée à distance pendant 40 ans, ou peut-être quand Blanca a révélé l'enveloppe avec tout l'argent qu'elle avait économisé mois après mois pour une fille qu'elle ne savait pas si elle reverrait? Nous serions ravis de vous lire dans les commentaires. Vos mots sont un réconfort pour ceux qui ont besoin de se sentir accompagnés dans leur propre quête. Sur cette chaîne, nous célébrons les histoires qui guérissent, le pouvoir d'un amour qui attend sans garantie, la force d'une mère qui n'a jamais cessé d'être mère, même en silence. Et ce genre de retrouvailles qui nous rappelle que certains destins sont plus forts que le temps. Merci d'être resté jusqu'ici, de vous être laissé toucher par cette histoire de Valéria et Blanca, de partager votre ressenti, de faire partie de ce coin où les miracles du cœur comptent aussi. Si ce récit a étreint votre âme, laissez-nous un like et abonnez-vous. Chaque semaine, de nouvelles histoires qui fleurissent quand nous en avons le plus besoin. Vous serez toujours les bienvenus ici. Nous nous retrouverons juste quand votre cœur en aura besoin.